Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros en ce 1er mai sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Les minutes de silence observées à l'Assemblée nationale pour rendre hommage à une victime, à plusieurs victimes, sont devenues un enjeu politique. Chaque victime mériterait que la représentation nationale marque un temps de recueillement. Il n'existe pas de hiérarchie entre les victimes de la violence quand la mort devient le point commun de ces drames. Qu'une femme soit tuée par son compagnon, qu'une adolescente tombe poignardée par un élève de sa classe, qu'un lycéen perde la vie parce qu'il a refusé de donner son portable. C'est précisément parce que toutes les victimes, tous ces morts sont à égalité dans l'horreur, victimes de l'injustice, de la barbarie, de la bêtise, qu'il serait préférable de ne jamais marquer un temps de silence au Palais Bourbon, ou alors commencer chaque séance quotidienne par une prière, pourquoi pas, dans ce temple laïque. Ces minutes de silence font l'objet de récupération, d'instrumentalisation. Je ne dirais pas la même chose pour un soldat, un policier, un ministre, un magistrat, qui meurt dans l'exercice de ses fonctions, au nom de la France. Il est une victime, évidemment, il est aussi un héros. Hier, Yaël Braun-Pivet a salué la mémoire d'Aboubacar Cissé à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, au Sénat, Gérard Larcher rappelait la mort de la jeune lycéenne de 15 ans à Nantes et l'agression d'un rabbin à Orléans, au moment où il rendait l'hommage à Aboubacar Cissé. Deux salles, deux ambiances, mais un point commun, l'ensauvagement de la société qui incite à l'action plus qu'au silence. Il est 9h01, Chana Lousteau. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Inquiétude autour des manifestations du 1er mai. Aujourd'hui, plus de 200 actions sont attendues partout en France. Les forces de l'ordre craignent des débordements, notamment à Paris. On attend jusqu'à 30 000 manifestants, parmi lesquels 400 Black Blocs venus d'Italie ou encore d'Allemagne. Alors pour sécuriser le parcours, environ 5 000 forces de l'ordre seront déployées dans la capitale, de la place d'Italie à la place de la Nation. En Israël, les secours sont en état d'alerte maximale. Des incendies géants se sont déclaré près de Jérusalem. Benjamin Netanyahou met en garde contre un risque de propagation. Les flammes pourraient atteindre la ville à cause du vent d'ouest. La police israélienne a fermé l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv et a évacué 5 communes le long de cet axe routier. Et puis fini la pédagogie. Les contrôles sur la voie de covoiturage du périphérique parisien commencent aujourd'hui. Si vous êtes seul dans votre voiture, vous ne pourrez pas circuler sur la voie de gauche du lundi au vendredi, de 7h à 10h30 le matin et de 16h à 20h le soir, au risque de payer une amende de 135 €. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Tout ça est absolument grotesque. Bonjour, merci, cher Chana. Il fait très beau aujourd'hui. Je ne sais pas si vous manifestez en ce 1er mai, mais nous manifestons, voyez-vous, pour le travail. Et précisément, c'est en étant sur place que nous honorons le mieux possible ce travail et ce 1er mai, cette fête du travail. Virginie Giraud est avec nous. Bonjour. Bonjour. Olivier d'Artigol. Bonjour. Je m'étonne qu'un homme comme vous s'y attache. Je serai à la manifestation à 14h, place d'Italie. Mais là, pour moi, être avec vous, c'est pas du travail. C'est du plaisir. Alors, écoutez, c'est une déclaration. Mais on a la chance de faire quelque chose qui nous passionne. Mais oui. Et la souffrance au travail vient aussi beaucoup de personnes contraintes à des activités où elles ne trouvent pas d'épanouissement. Mais nous sommes des gens gâtés. Mais vous avez parfaitement raison. Je suis d'accord avec vous. Thomas Bonnet, bonjour. Bonjour. Nous sommes gâtés surtout d'être avec Monsieur Bilger. Oui. Ça fait partie du plaisir du travail. Ça fait partie des réjouissances. Lui-même est un peu gâté parfois, mais non. Vous pouvez dire pourri. Non, arrêtez. Écoutez, franchement, mais vous je vais vous dire. confiez, hein. Attendez, je ne pensais pas. Non. La taquinerie et la méchanceté des bons, disait. J'ai lu ça ces dernières heures. Oui, c'est pas de moi, c'est de Victor Hugo. C'est assez joli. Oui, je crois que c'est ça, la taquinerie. C'est une phrase comme ça que j'ai découverte. Richard Millet, ça me fait toujours plaisir quand vous êtes là. Mais moi aussi. Parce que vous pouvez nous éclairer et proposer un regard différent sur l'actualité. Pour tout vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas dans l'actualité des choses particulièrement nouvelles.
Donc, et c'est le 1er mai, il y a des gens qui sont en train de nous regarder, ils ont de la chance, ils sont peut-être vont aller se promener, etc. Et essayons d'être un peu, de temps en temps, légers, même si cette actualité, elle ne l'est guère, bien sûr. Et je voulais qu'on commence par ce qu'a dit Jérôme Guedj, parce que c'est très intéressant ce qu'a dit Jérôme Guedj. On se souvient qu'il était à la manifestation dimanche, il est du Parti Socialiste, il est de confession juive, et il a été exfiltré précisément parce qu'il est juif. Donc il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk et il a commenté ce moment. Écoutons-le. Je vois les images, je veux pas m'y résoudre, évidemment, parce que ce serait de donner le point. Je vous ai parlé tout à l'heure de crétins décérébrés en parlant des Black Blocs, c'est à peu près la même chose. Ceux qui dénaturent une manifestation comme celle-ci, dimanche, je suis allé dans la rue parce que un homme a été assassiné à raison de sa confession. Un musulman, qui plus est, a été tué dans une mosquée. Et je vais vous dire, quand je suis arrivé sur la place de la République, j'avais les boules de voir qu'il y ait si peu de monde présent sur cette place. Parce que je me disais, mais dans quel monde vivons-nous ? Dans cette République qui doit protéger tous ses enfants, quelle que soit leur confession, quand un juif se fait tuer à l'hypercachère ou à l'école Azora-Torah, quand un chrétien se fait massacrer à l'église Saint-Étienne-du-Rouvray ou à Nice, ou un musulman dans une mosquée, je dirais, un sursaut devrait se déclencher dans le pays à chaque fois. Qu'est-ce que je constate ? C'est pas toujours le cas. Et donc quand je suis là-bas, et quand ils me voient, ils voient qu'ils aiment pas les socialistes pour des gens d'extrême gauche. Pourquoi pas ? Certains m'ont dit il fallait censurer François Bayrou. C'est le débat. Ça c'est le débat et j'ai l'habitude. Par contre, qu'on me dise fils de pute, c'est pas bien. Qu'on me dise dégage sioniste, j'entends évidemment autre chose. D'ailleurs que j'ai entendu en traversant la foule quand une voix de dame a dit, je sais pas qui c'est, j'ai pas pu la voir, mais qui m'a dit on n'a pas besoin des juifs avec nous. Bon, un mot, quand il parle de crétins décérébrés, c'est pas des crétins décérébrés, les Black Blocs, c'est des militants professionnels qui sont révolutionnaires. Donc c'est autre chose. Il y en a peut-être, tout de même, il y a quelques crétins décérébrés qui se servent d'une idéologie pour laisser croire à une intelligence qui n'existe pas. La porosité entre les deux groupes peut exister, oui. Jérôme Guedj, vous avez raison de passer, il est une denrée rare, Jérôme Guedj, c'est un parfait honnête homme. Vous parlez souvent de l'obligation d'éliminer le 2 poids 2 mesures, et lui, je crois qu'il le fait autant qu'il est possible de le faire. Avec un peu de naïveté. Non. Oui, mais... Pardonnez-moi de le dire comme ça. J'en ai parfois sur ce plateau. Il découvre le Pérou à Orléans. Il découvre que l'extrême gauche ne le défendra pas. Oui. Pardonnez-moi qui nous écoute un peu. Oui, mais la naïveté, c'est une manière Qui écoute ce plateau depuis le 7 octobre. Oui, mais Pascal, c'est... La naïveté, ce que vous appelez naïveté, et j'en ai ma part. Non, vous n'êtes pas naïf. Si, c'est souvent une manière d'introduire un peu de grâce dans un univers qui sinon est trop intolérant. Non, mais vous n'êtes pas naïf. Et lui, en l'occurrence, j'aime énormément l'honnêteté de cette... Mais non, mais... C'est de la fausse. Vous la dégradez un petit peu en évoquant sa naïveté. C'est de la fausse naïveté. Non, je suis pas d'accord. Ah bon ? Non, c'est... Si vous avez... Vous êtes naïf, vous trouvez que vous êtes naïf, vous êtes tout sauf naïf, je vous connais depuis... Je suis... Vous êtes tout sauf naïf, vous pouvez jouer la naïveté, vous pouvez feindre la naïveté. Non, je ne la joue pas. Mais arrêtez. Parfois... Un magistrat procureur qui serait naïf après tout ce que vous avez vu. Mais c'est évident. Ce que vous appelez naïveté, c'est parfois la volonté d'appréhender une globalité dans le réel humain et matériel avec des nuances. La naïveté, ça n'est pas la faiblesse ni la bêtise. C'est refuser de voir. Non, mais... Mais si, parce que moi je suis d'accord avec vous, je trouve formidable qu'il prenne la parole, je trouve très bien ce qu'il dit. Mais au fond, il refuse de voir. Je ne crois pas. Mais parce qu'il sait tout. Le fait que ses autres camarades du PS ne quittent pas la... Mais il devrait interpeller. Boris Vallaud, il est resté. Je sais qu'ils vont rester. Mais il est resté à la manifestation, Boris Vallaud. Je le sais. Justement, Boris Vallaud n'est pas Jérôme Guedj. Jérôme Guedj fait tout pour modifier la ligne du PS. Voilà. Là, on peut lui reconnaître ça. Mais alors ça, c'est pas naïf. Et très bien. Au Congrès, il fait... Et ceux qui veulent se dissocier de la France. Et ça, ce n'est pas naïf. Il a même été élu sans la bannière du nouveau Front populaire. Et c'est en ça que vous avez raison. Il peut être un parfait honnête homme, mais pas pour les raisons que vous dites. Boris Vallaud, c'est un politicien. Jérôme Guedj, il y a encore en lui quelque chose qui peut le sauver. Mais j'entends, et vous avez sans doute raison. Voilà, mais il peut se présenter au PS
Et il verra. Jérôme Guedj, combien de divisions? Mais ça va se voir. Est-ce que Jérôme Guedj, combien de divisions? Aujourd'hui, qui se présente au PS? Nous aurons la vérité des prix. Et là, les gens vont se compter. Les gens vont se compter. Nous aurons la vérité des prix fin juin avec le résultat du congrès PS, avec une ligne forte qui est une ligne d'association avec LFI et une ligne. Ah non, Fort, il a dit qu'il n'y aurait plus. Non, mais en fait, de fait. Il l'a dit hier. Non, mais de fait, oui. C'est pour passer la rampe du congrès, mais en fait, il ne décrochera pas des LFistes. Et une autre ligne portée par les opposants. Non, ça, oui, qui est sur une rupture nette. C'est très clair. Le paysage politique au PS est très clair en vrai. Bon. Et ça va voter. Vous trouvez que le paysage au PS est très clair? Parce qu'ils ont fusionné leur liste, donc en fait, finalement, ça devient clair. Bon, je le dis pour Marine. Est-ce qu'on peut réécouter, parce qu'on l'a passé, je crois, hier soir, lorsque Monsieur Faure a expliqué qu'il n'y aurait plus d'accord. Il l'a dit clairement, quand même. Moi, alors là, pour le coup, je suis naïf. Je peux croire encore. Je l'ai cru à une époque. Alors maintenant, c'est vous qui le croyez. Non. J'ai cru à une époque que je ne pensais pas qu'après les européennes, il y avait une union possible pour des législatives. Je vous l'avais dit. Oui, mais ils n'avaient pas dit le contraire. Là, il dit le contraire. Oui, moi, je vous disais toujours, ils reviendront ensemble parce qu'il ne l'avait pas dit. Oui, mais là, il le dit. C'est poire et zéro, notre truc. Bon, c'est un peu. On peut gagner, on peut faire un petit truc avec. Oui. Bon, et que me dit. Tiens, écoutez ce qu'a dit Olivier Faure. Écoutez ce qu'a dit Olivier Faure. Alors, pour le coup, il le dit très clairement. Et moi, non, mais ce sont que des calculs électoralistes. Où sont les hommes de foi? Où sont les hommes de conviction? Moi, je ne vois que des gens qui font des alliances d'opportunité. Ça me fatigue. Dans tous les coins. Richard Millet qui ne s'est pas exprimé. Oui. Non, je voudrais revenir sur quelque chose. Je ne pense pas que M. Guedj soit naïf. Je pense qu'il est extrêmement habile. Mais lorsqu'il dit la France et ses enfants, je voudrais extrapoler un peu. Monsieur Cissé, qui a été malheureusement, et je condamne absolument ce meurtre dans cette mosquée, était un clandestin. Et même cet assassinat, peut-être. Ouais, cet assassinat. C'était un clandestin, me semble-t-il. Or, il y a une contradiction à voir la République honorer d'une minute de silence un clandestin. Déjà, je trouve que c'est une contradiction insupportable. Et ensuite, c'est toujours la même chose avec les musulmans. On ne les voit pas, ni dans un sens, ni dans l'autre, même pour eux, venir soutenir un islam, disons, plus ouvert, plus tolérant. On ne le voit pas. Si. Reda Belhadj, qui était hier, où Amil et Khatmi prennent la parole, et c'est précisément ces prochaines semaines ce que je veux faire, ce que nous voulons faire entendre, c'est des voix de musulmans pratiquants qui sont en défiance, notamment sur la France insoumise. Et je le redis encore là pour... on l'a écouté hier, Reda Belhadj, il est d'un syndicat de police, je le dis encore à Marine Lançon. On avait prévu peut-être de le passer un peu plus tard, mais on peut l'écouter à l'instant, parce qu'il était hier. Écoutez ce que disait Reda Belhadj, parce que c'est cela en fait notre travail, c'est de faire écouter des voix de compatriotes français musulmans qui sont en défiance sur l'instrumentalisation, récupération de la France insoumise. C'est vrai qu'on les entend jamais. Eh ben, on les entend pas, mais on va les entendre, parce que d'abord, je vais les interroger, on va les interroger, et ils viendront sur ce plateau. Écoutez Reda Belhadj. Pour moi, une religion, ça se partage, ça s'impose pas. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui et en France, peut-être qu'il y a des choses on a laissé peut-être trop de choses, pas de liberté, mais on a laissé trop de radicalisation se mettre en place, et en prétextant une liberté, justement. Après, c'est une question d'éducation. Voilà. Aujourd'hui, dans la société actuelle, les gens sont, malheureusement, dans certaines religions, sont éduqués sur les réseaux sociaux. Nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui sont venus grâce à l'immigration, parce que c'était une opportunité pour eux de venir en France. Donc eux, ils nous ont appris à nous intégrer. Et voilà, le vendredi à l'école, on mangeait du poisson, on se plaignait pas, hein, c'était comme ça. Et puis voilà, on n'avait pas des mosquées. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, vous aviez pas de boucherie halal partout. Moi, j'habitais dans le 95, il fallait aller jusqu'à Argenteuil pour acheter de la viande halal, par exemple. Vous aviez pas des mosquées partout, vous aviez pas de salles de prière partout. Et on a l'impression qu'avec le temps, ce qui est dommage, c'est que on a mis plein de dispositifs en place. La France a été reconnue, l'islam a été reconnu comme deuxième religion en France. Pour le coup, par la droite, il me semble. Et au final, on a l'impression que plus on a donné, plus ça suffit pas. Et puis, on a l'impression que les gens se radicalisent. Richard Millet, vous êtes victime de l'espace médiatique, parce que vous n'entendez dans l'espace médiatique qu'un son de voix musulmane.
Pourquoi ? Parce que si ça ne correspond pas exactement à ce que veut entendre l'espace médiatique, ils ne sont pas invités. Monsieur Bellade, vous croyez qu'il sera invité chez Quotidien, chez Léa Salamé ou dans l'émission C'est ce soir ? Non, parce que c'est une voix qui ne correspond pas à ce que l'espace médiatique veut entendre. L'espace médiatique veut entendre des voix musulmanes qui sont en défiance, pourquoi pas, sur notre modèle, sur notre société, et surtout qui s'affirment dans des positions victimaires. Eh bien non, faut entendre d'autres voix. Parce que monsieur Belhadj, je pense qu'il est très représentatif de beaucoup de compatriotes musulmans. Beaucoup. Et c'est ces gens-là qu'il faut faire entendre. Oui, et des enfants de la méritocratie, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu des parents avec des stratégies de réussite. Virginie on est là pour que vous puissiez travailler à l'école et avoir une meilleure vie. Et nous sommes extrêmement nombreux à être des enfants de la méritocratie. Et si ce pays peut encore être sauvé, je pense que ce sera par nous. Et elle est là, la bataille culturelle à mener. Parce que, croyez-moi, les médias, ils ne veulent pas entendre toutes les voix. Elle est là, la bataille culturelle. Incombe aussi aux partis politiques qui ne s'intéressent pas à... En fait, les seuls qui parlent à cet électorat, c'est la France Insoumise. C'est ce qu'il m'a dit, M. Reda Belhadj. Hier, il m'a dit, les seuls qui vont dans les quartiers, c'est la France Insoumise. Oui. J'aimerais répondre à une... Le PS a déserté les quartiers. Le rapporteur Ranova les a emmenés... J'aimerais répondre sur une réflexion réagir à une réflexion de Richard Millet. Est-il possible de rendre hommage à une personne qui, administrativement, n'a pas ses papiers et donc en situation irrégulière ? Je le crois. Non. Parce que... Non, moi, je vais dire pourquoi. Je le crois parce que les portraits qu'on a pu lire, j'ai en mémoire un article dans Le Figaro, ont dressé un portrait particulièrement positif de Boubacar Cissé, 22 ans, très serviable, très gentil. Ils ont décrit cette gentillesse dans la communauté à Grand Combe où il vivait. Donc je pense que notre nation a la capacité d'honorer des personnes, ou au moins on peut discuter sur la minute de silence, mais ta situation administrative ne règle pas définitivement la personne que tu es. Oui, mais est-ce que je peux dire bien de vos éditos, Pascal, tout en le discutant 2 points. Vous avez dit très justement que les minutes de silence, vous en aviez d'une certaine manière assez. Vous vouliez de l'action à la place du silence, mais ces minutes de silence sont plus que l'abandon à un silence délétère. Ça se veut comme un substitut à l'action. Et ça, c'est scandaleux. Deuxième élément, et là, j'enfourche la pensée de Richard Millet, si j'ose dire, c'est le fait que je pense que toutes les morts ne se valent pas. Dans le domaine familial, dans la douleur que la mort inspire, toutes les morts se valent. Mais, pardon de provoquer, la mort d'un Naël, par exemple, qui a tout fait d'une certaine manière pour s'introduire dans un univers de risque et de violence ne vaut pas celle d'un homme parfaitement irréprochable. Mais c'est important, ça. Oui, mais c'est important, mais comment dire dans ces cas-là, dangereux à votre avis ? Non, c'est pas une question de danger. Je pense à ces propos, combien ils peuvent choquer la famille Naël. Vous avez expliqué, mais c'est pourquoi je modère. Et je nuance et j'apporte quelque chose de plus souple à la dureté de vos paroles. Je disais dans l'univers familial, je comprends la douleur. On ne peut pas mettre Naël sur le même plan que je n'ai pas un exemple de jeune homme parfaitement irréprochable là dans la tête qui est mort. J'entends bien, mais il n'empêche que la mort est toujours d'un jeune homme est toujours un drame. Alors on a comme toujours dans cette émission, on devait entendre Jérôme Guedj à 2 ou 3 reprises, et puis nous avons dévié parce que la conversation est ainsi. Et je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Jérôme Guedj sur les gens de gauche. C'est le 2e passage que je vous propose d'écouter. J'ai été soutenu par des gens de gauche et par des gens de droite. J'ai vu des gens de gauche qui n'ont pas eu une seule expression de solidarité. Je les ai vus, incontestablement. Voilà. Au Parti Socialiste, tout le monde m'a soutenu. À droite, j'ai eu des messages de plusieurs ministres. Parfois, certains ont fait le minimum syndical, mais nous ne sommes pas là pour peser chaque mais par contre, je n'ai pas eu un mot de soutien de la France Insoumise. Vous n'y comptiez pas. Non, mais vous savez quoi ? Je me dis que si on en arrive à ça, c'est-à-dire que l'âpreté du combat politique qu'on peut avoir, l'effet faire silence sur une mise en cause de ce qui là aussi à nouveau devrait nous rassembler. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ce qui m'inquiète le plus, c'est dans ce pays comment on indique à nos compatriotes de confession musulmane, vous n'êtes pas seuls. C'est là que je trouve une forme aussi. En fait, il sait,
mais il feint une forme de naïveté que la France insoumise ne l'ait pas soutenue. Richard Millet. Oui, non, politiquement, je suis d'accord, mais je suis perturbé beaucoup par ce qu'on dit là depuis quelque temps avec cette histoire c'est dans le Gard, c'est ça ? Oui, Montcombe. Je suis d'accord que cet homme était certainement quelqu'un de très bien, après tout, pourquoi pas, le problème n'est pas là. Non, mais il l'était. Il l'était, oui, j'ai dit, il l'était. D'accord. Simplement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, les médias, ni de l'origine ethnique du meurtrier, je crois qu'il était bosniaque, ni, par exemple, de ce qui s'était passé... de culture chrétienne. Oui, ni de ce qui s'était passé la veille à Nantes, et le meurtrier était, lui, d'origine turque. Je dis rien, je ne fais pas de commentaires, parce que le modérateur que vous êtes va me taper sur les doigts, mais je veux laisser raisonner ces choses comme ça. Tout ça n'est pas du hasard, tout ça n'est pas de la folie, tout ça montre qu'il y a une France malade, dans les deux sens, partout. Non, mais il y a un ensauvagement qui existe. Mais un ensauvagement politique aussi, parce que ces gens-là, un Turc et un... Non, il n'est pas un Turc, il est français. D'origine. Oui, mais il est français. Comme Monsieur Gage. Il est français. Oui, mais... Je veux dire, c'est pas parce que... je veux dire, il y a des raisons, peut-être, dans sa vie, que je ne connais pas d'ailleurs, qui peuvent expliquer qu'il soit aujourd'hui devenu l'homme qu'il est, ou ce jeune homme qu'il a été. Non, mais... Donc, j'essaie de comprendre, c'est tout. Ben oui, mais j'entends bien, mais comme nous sommes sur des sujets extrêmement sensibles, et que l'enquête est en cours, et qu'elle méritera évidemment d'approfondir s'il y a des raisons qu'on découvrira, je propose évidemment que nous soyons prudents. Forcément. Alors, dernière chose, parce que M. Gage accuse CNews, d'une certaine manière, de parler souvent des musulmans. Bon, et moi je réponds toujours la même chose. Je parle pas des musulmans, c'est les musulmans. Je parle parfois de certaines séquences, j'ai cité les hijabeuses l'autre jour, quand les hijabeuses souhaitent porter le voile et qu'elles vont devant le Conseil d'État, et que la Fédération française de football réagit, c'est pas moi qui en parle, c'est l'actualité qui s'impose à moi. Première chose. Absolument. De la même manière, lorsque la ministre des Sports explique que les uns et les autres doivent porter le voile et qu'elle est retoquée par son Premier ministre, ce n'est pas moi qui parle des musulmans, c'est l'actualité qui s'impose à moi. Et c'est vrai pour tous les journalistes, c'est-à-dire que c'est l'actualité qui s'impose. C'est important de le dire. Pourquoi l'actualité s'impose-t-elle ? Voilà ce dont il faudrait parler. Mais parce qu'aujourd'hui vous avez des demandes nouvelles identitaires liées à une immigration massive. Voilà. C'est assez simple. Heureusement que c'est pas moi qui le dis. Mais non, mais ça c'est factuel. Mais et personne n'a raison, personne n'a tort. C'est d'autres mœurs, d'autres demandes. Je le dis tous les jours. Je veux dire, c'est d'autres cultures. Je veux dire, chacun a le droit de demander en fonction de sa culture, ses croyances, ses mœurs, etc. Simplement, il y avait un modèle qui était le modèle d'assimilation français. Ce modèle n'existe plus, et des demandes nouvelles. Je suis pas d'accord avec le chacun a droit. Chacun a le droit, personne n'a raison. Dans le cadre de nos lois et de nos règles. Il n'est pas valorisé. Je ne suis pas pour qu'on adapte nos lois et nos règles. Voilà. Mais vous parlez de loi alors que... Je parle de la laïcité, par exemple, oui. Mais qu'est-ce que vous allez... Ah ben si, mais je tiens à la République laïque, mais qu'est-ce que vous voulez que... Mais alors là, vous pensez que c'est plié? Mais on a souvent cette discussion. Vous pensez je crois pas que c'est plié, je crois que ces mots ne résonnent même pas dans un gosse de 15 ans qui a ses demandes identitaires. C'est vrai que ça ne résonne pas, mais il faut faire en sorte que ça résonne. Mais faut faire en sorte, d'accord. Ça veut résonner. Ah ben faut faire... Le passé. Sur nos générations. Alors après, j'entends le phénomène de nombre, sauf qu'il n'y avait pas d'immigration massive dans les années 60 et 70. Sauf que aujourd'hui... Et bien maintenant, à partir du moment où vous avez une immigration massive, vous avez les conséquences de l'immigration massive. Il faut maîtriser le flux migratoire, il faut avoir une réflexion sur qui rentre, qui peut rentrer, et après, il faut s'organiser de nouveau pour que ça fonctionne comme ça a fonctionné par le passé. Je pense que c'est possible. Ouais. Mais alors sinon, on a fait la bascule et c'est irrémédiable. C'est une autre société, c'est une autre société multiculturelle, multiconfessionnelle, et donc qui peut être en tension. En tension, il l'est chaque matin. Quelle habile transition. Je vous ai apporté des bonbons. Ah bah regardez comme c'est beau. Un petit brin de muguet, évidemment. C'est le 1er mai. Et alors j'ai quelqu'un qui souhaitait vous dire bonjour ce matin, Pascal. Qui est là? Bonjour Pascal Pro.
Oh, oui, c'est votre fille. C'est ma fille, bien sûr. C'est jour férié. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, je savais pas quoi faire d'elle. Alors on va pas la voir, j'imagine. Non. Mais alors on peut dire son prénom. Comment tu t'appelles? Thelma. Voilà. Qu'est-ce que je vous envie? Thelma, 9 ans. 9 ans, elle est en CE2. Oui. Oui, ça a été. Certains ne sont pas allés plus loin. Mais qu'est-ce que je vous envie d'avoir une enfant en CE2? Ça, c'est formidable. Ah oui, c'est génial, c'est un bonheur. J'ai un petit garçon aussi en 5e, mais c'est d'autres problèmes déjà. Mais voilà, les CE2, c'est génial. Petits enfants, petits problèmes. Bien sûr. Grands problèmes. Très joli costume, Pascal, ce matin. Vous nous régalez, c'est le printemps, là. Vraiment. Pas un costume, c'est une veste. Ah oui, il n'y a pas le bas, d'accord. Il n'y a pas le bas. Donc, j'ai décidé quelque chose. On n'est pas en plan large. Je vois que c'est jour férié. C'est l'été, j'ai pris. Bon. Et Anissa, elle est sur l'île merveilleuse. Ah oui, elle est en fête du travail à Noirmoutier. Voilà, exactement. On salue les Noirmoutrins qui nous écoutent. Noirmoutier sans S, je précise, parce que les gens qui écrivent avec Noirmoutier, elle est à Noirmoutier en Lille. Je salue la Barbâtre, l'Épine, les on l'embrasse. L'Herbaudière, notre ami Jean d'Alric qui nous écoute. C'est bien tout ça. Il est encyclopédique. Mais Noirmoutier. J'ai une émission à faire, Pascal. Je vous embrasse. Oui, il va falloir nous laisser. 9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et nous, on arrive tout de suite pour Culture Média en direct avec ce matin la grande gagnante de Danse avec les stars, la chanteuse Lénie, qui va être interrogée par ma fille, par ses copines aussi. Bonjour. 1er mai oblige. Et puis l'auteur de la liste de mes envies, Grégoire Delacour, pour un livre très touchant. À tout de suite sur Europe 1.